L'émission Philosophie de Blandine Kriégel est consacrée aujourd'hui à l'influence de la pensée politique anglaise sur les Lumières françaises. Invitée, Madame Myriam Isabelle Ducrot, professeure à l'Université de Paris X, avec le docteur Marielle David, pédopsychiatre et psychanalyste, le doyen François Guéry, philosophe, l'historien Alexandre Adler, géopolitologue, et le journaliste Alexis Lacroix, directeur de Actualité Juive. Chers auditeurs, nous avons la joie d'avoir toute l'équipe réunie de l'émission Philosophie et avec nous également Myriam Isabelle Ducrot, professeure de civilisation anglaise à l'Université de Paris X Nanterre, qui continue de nous apporter au fond ses lumières et le fruit de ses travaux et de ses recherches sur des questions qui nous intéressent beaucoup. Et cette fois-ci, il s'agit, comme notre ami Philippe Sinclair à la régie et avec Benjamin l'a très bien dit, de l'influence de la pensée politique anglaise dans les Lumières françaises. Alors évidemment, au fond, il est incontestable, ça tout le monde le sait, que la pensée politique anglaise a exercé une influence très importante à l'époque des Lumières. Tout le monde connaît les lettres anglaises ou les lettres philosophiques de Voltaire, le fameux chapitre de l'Esprit des lois où Montesquieu explique que l'Angleterre est la terre de la liberté, ou encore les lectures de Jean-Jacques Rousseau, telles que notre vieux maître Robert de Raté nous les enseignait. Il avait lu toute la science politique de son temps, mais nommément et précisément Hobbes et Locke. Et donc, ils ont joué, évidemment, les penseurs politiques anglais ont joué un très grand rôle sur la pensée politique française. Et je dirais un rôle qui peut-être est un peu s'est éclipsé au 19e siècle, mais qui a revécu au 20e siècle. Et on peut dire que depuis plusieurs décennies, cette fois-ci de concert avec l'avance, il faut bien le dire, n'est-ce pas, de l'école des anglo-saxonnes, mais on lit beaucoup, on a lu beaucoup Hobbes et Locke, et on en a beaucoup discuté. Mais alors, ce n'est pas le cas de celui dont nous avons parlé la fois dernière, ce n'est pas le cas de Richard Harrington, car en vérité, pendant très longtemps, on a oublié Harrington. Et je dirais que le grand intérêt, n'est-ce pas, du texte, alors c'est le texte que je l'ai extrait de la fin du livre de Myriam Isabelle Ducrot, que je vais remontrer, La République de Harrington dans la France des Lumières. Eh bien, ce n'est pas le cas des Lumières françaises. C'est très intéressant, et surtout des Lumières à l'époque de la Révolution. D'abord, évidemment, de l'encyclopédie, n'est-ce pas, de l'encyclopédie et des encyclopédistes, et on verra de qui il s'agissait, mais aussi d'un débat qui se poursuit, n'est-ce pas, avec, au fond, nos grands pères fondateurs, Montesquieu et Rousseau. Donc, nous commençons par la lecture du texte et nous écoutons notre ami Alexis Lacroix. Je sais bien que c'est une république fictive, mais il n'est pas impossible de la réaliser à plusieurs égards. C'est ainsi que le chevalier de Jaucourt, dans l'encyclopédie, évoque la république platonicienne. Pour Harrington, le projet d'une république égale, fondée sur les principes de la rotation, de l'élection des deux chambres avec spécialisation des fonctions et d'une loi agraire, telle qui est exposée dans Océana, avait valeur de programme. Des acteurs du débat politique et des théoriciens se firent les interprètes de la pensée de Harrington, brandirent ces concepts clés de balance et de rotation comme arme idéologique contre la corruption du système politique. En publiant les œuvres politiques de Harrington, John Toland a transmis un canon de textes républicains qui mettait à l'honneur la liberté et le Commonwealth. Ce corpus a tout d'abord été traduit et diffusé par les Huguenots du refuge. Montesquieu, bien que lapidaire, le jugement qu'il porta sur Harrington plaça celui-ci, et de façon durable, au cœur du débat européen et atlantique sur les institutions, sur la possibilité de réformer les États selon le modèle républicain. Ce renom explique l'empreinte qu'il a laissée dans ce formidable panorama de la culture des hommes des Lumières qu'est l'encyclopédie. Le républicanisme, né dans les cités-États d'Italie, n'a jamais vraiment quitté le continent européen. Il a continué à se nourrir de l'humanisme civique de Machiavel. Harrington en fut l'un des principaux penseurs à la période moderne. Myriam Isabelle Ducrot, La République de Harrington dans la France des Lumières et de la Révolution, Yockford Studies.
Merci beaucoup, cher Alexis. Alors, au fond, comme le dit très bien, comme vous faites très bien dire au chevalier de Jaucourt, en tout cas qu'il a écrit, je crois, que la République d'Arrington, c'est une république fictive, mais non irréalisable. Et en effet, ce qui est vraiment très intéressant, c'est qu'au fond, il y a un blanc sur Arrington, mais pas chez les rédacteurs de l'encyclopédie. Et alors, le chevalier de Jaucourt que vous citez, chère Myriam Isabelle, a rédigé beaucoup d'entrées sur la pensée politique dans l'encyclopédie, dans la grande encyclopédie. Guerre, je relève guerre, de république, démocratie, société, donc, il résume l'utopie d'Aristote comme ça, en disant que c'était peut-être une utopie, mais qu'elle est réalisable. Et au fond, c'est son projet constitutionnel, et en particulier les idées de balance, d'équilibre des pouvoirs, qui surgissent de nouveau, avec aussi, il faut bien le dire, ce problème de la propriété, de l'enracinement, n'est-ce pas, dans l'esprit des lois, n'est-ce pas, du mode de propriété qui explique l'organisation des républiques. Et là, nous avons au premier rang, évidemment, la discussion avec Montesquieu et Rousseau, malgré qu'ils en aient. Et vous dites que c'est, au fond, c'est la présence de ces grands penseurs et l'intérêt qu'ils ont porté à Harrington qui explique qu'il a d'emblée atteint un statut fondamental dans la pensée politique. Alors, voici les questions que je souhaiterais vous poser, chère Myriam Isabelle. En fait, c'est plutôt des explications. Comment vous voyez, puisque vous l'avez démontré d'une certaine façon, l'influence qu'a exercé Harrington sur Montesquieu, alors même que tout le monde sait, et dans un colloque où nous étions ensemble, en 91, si mes souvenirs sont exacts, j'avais voulu le rappeler, que Montesquieu s'est méchamment, n'est-ce pas, moqué d'Harrington, puisqu'il a dit qu'en fait, dans sa constitution, il a voulu bâtir une république, mais comme on disait autrefois que quelqu'un voulait s'installer sur le détroit du Bosphore, à Chalcédoine, alors qu'en face, il avait Byzance, n'est-ce pas? Et donc, il a raté, autrement dit, il a raté son coup. Et alors, donc, expliquez-nous le rapport entre Harrington et Montesquieu, d'après vous. Alors, comme vous le rappeliez, Montesquieu, dans l'esprit des lois, consacre un chapitre central à la Constitution d'Angleterre, où donc, il modélise en quelque sorte la Constitution d'Angleterre comme le meilleur régime de nature à préserver la liberté politique. Et ce qui est très frappant, c'est que dans ce chapitre, il cite deux noms qui sont Algernon Sidney et James Harrington. Sans beaucoup d'explications, comme autres. Si tout le monde les connaissait. Oui. Donc comme deux penseurs de la liberté et comme deux figures qui incarnent l'esprit républicain anglais. Mais, comme vous l'avez dit, il se montre aussi très critique de Harrington. Alors pour Montesquieu, se montre critique de Harrington. Le rail. Alors pourquoi ? Il est, à mon sens, on sait que Montesquieu a rapporté. Alors, d'une part, il avait pu avoir connaissance des écrits de Harrington par les recensions qui paraissent dans les journaux huguenots, donc comme ça a été rappelé dans la lecture. Les discours de Sidney ont été traduits dès 1702, ça n'a pas été le cas des œuvres de Harrington, mais tout de même, il y a eu des commentaires dans les Nouvelles de la République des Lettres, dans la Bibliothèque britannique, tout le refuge huguenot, voilà. N'est-ce pas, qui a fait de Harrington une de ses références. Absolument. Et Montesquieu, on sait, a passé plusieurs mois en Angleterre, et on sait qu'il a rapporté au Sénat dans ses bagages l'une des éditions c'est l'influence de Hume. Et de Hume, voilà. Oui. Et il dit que l'influence de Hume même sur Montesquieu. Voilà. Pour avoir mis en majesté Harrington, parce que Hume a été très intéressé par Harrington. Oui, absolument. Donc il pense que Harrington est un auteur très profond, c'est ce qu'il écrit, et donc il me semble que en tant que théoricien moderne de la balance des pouvoirs, Montesquieu reprend quand même cette idée de balance, de contrepoids, ce qu'il explique comme étant le meilleur rempart contre le despotisme. Donc, en quoi ils se ressemblent et en quoi ils diffèrent? Voilà, donc je pense que ce qu'il reprend à Montesquieu, ou ce que Montesquieu reprend à Harrington, ce dont il peut s'inspirer, c'est cette idée de distribution du pouvoir entre plusieurs instances.
et donc ce système de balance. En revanche, Montesquieu rejette la vision que nous avons décrite la semaine dernière de cette constitution gothique qui est récusée par Harrington, et notamment le remplacement d'une chambre héréditaire, d'une noblesse héréditaire, par une chambre élue, par une chambre noble élue. Parce qu'il y a des gens qui sont, dit Montesquieu, qui sont sélectionnés par leur vertu, leur expérience, etc., et qui doivent remplir cette fonction, et ce n'est pas du tout, au fond, l'idée d'une noblesse de tradition et de sang qui s'oppose à la noblesse de mérite d'Harrington. Absolument, oui. Absolument. Et je crois que il y a un point plus fondamental où Montesquieu s'oppose à Harrington, c'est précisément sur cette idée d'utopie, c'est-à-dire qu'on peut projeter, on peut rétroprojecter des institutions étrangères, les implanter dans un pays en faisant fi de traditions ancestrales. Donc c'est vraiment un point d'achoppement. C'est vrai. Et c'est ce qui m'a semblé intéressant dans le dialogue entre Montesquieu et Hume, parce qu'au moment où Montesquieu publie l'Esprit des lois, Hume a déjà fait paraître les essais moraux et politiques où il commente, il cite à plusieurs reprises Harrington, notamment dans l'idée d'une république parfaite. Et on sait que Hume, par ailleurs, a aidé à la publication de 2 chapitres de l'Esprit des lois en Écosse. Donc, il y a une très forte connexion entre Montesquieu et Hume. Et Hume prend au sérieux dans ses essais l'utopie. C'est un exercice utopique, mais quand même, imaginons. Et ce que Hume retient, comme ça a été montré par Didier Deleuil, et ça m'a semblé tout à fait, tout à fait pertinent, c'est la place qui est accordée à la propriété et le passage d'une lecture, d'une réinterprétation des principes de Polybe, de la conception d'une constitution mixte, mais qui est non pas fondée sur l'idée qu'on passe d'un régime à l'autre, non pas par processus de corruption naturelle. La nacyclose, c'est-à-dire qu'en fait, on passe d'un régime à l'autre par le plus mauvais, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça, le gouvernement mixte d'un côté, mais aussi un développement historique qui fait que au fond, c'est la puissance du négatif qui fait dériver les gouvernements. Voilà. Donc c'est ce que Didier Deleuil appelle une interprétation psychologiste, si on peut reprendre ce terme, à une interprétation économiste, donc l'idée qu'on passe d'un régime politique à l'autre par changement du régime de propriété. Avant de passer la parole à nos amis, je voudrais dire juste une chose sur Montesquieu qui me frappe en vous écoutant, j'associe librement, c'est qu'en fait Montesquieu il était quand même très ouvert au germanisme, c'est-à-dire à l'idée que au fond tout venait de la féodalité, c'était le courant germaniste qui vient quand même des Allemands, et donc là il accepte bien quelque chose d'étranger, mais Harrington il ne l'autorise pas, n'est-ce pas, à déborder de l'expérience étroite de la tradition anglaise. Mais il y a peut-être là une contradiction chez notre grand penseur. Mais bon, je ne veux pas abuser. Alors, Alexandre, est-ce que vous voulez dire quelque chose là-dessus? Le problème qui s'est trouvé posé dans l'idée de la Constitution, en fait, une noblesse de mérite, c'est que le mérite, évidemment, était compliqué. Alors, bien sûr, cela veut dire, et c'est comme cela que l'Angleterre a réussi à surmonter toutes les crises du 19e siècle qui ont fait par hoquets successifs des révolutions en France. En Angleterre, non, parce que toute personne qui s'enrichit est évidemment élevé dans les rangs de la noblesse. Ce que dit le grand penseur libéral, n'est-ce pas, ce qui est écrit sur la démocratie, j'arrive pas, son nom m'échappe, c'est incroyable, ça c'est. Vous savez que l'aristocratie anglaise était une aristocratie de mérite, alors que l'aristocratie française ne l'était pas. Et que ne l'était plus, puisqu'on allait plus se faire tuer. Et par contre, on avait les privilèges. C'est sur la démocratie.
et l'Amérique, de l'Amérique. J'écoutais son nom, Tocqueville. Merci, Alexis de Tocqueville. Merci à vous. Oui. Qui lui-même était d'une bonne famille noble, qui ne s'est pas présenté à l'école polytechnique parce qu'il était contre les concours. Et contre la noblesse de mérite. L'idée, oui, qu'on puisse classer les gens comme ça à l'école normale ou à l'école polytechnique, je le comprends. Et alors, dans ces conditions, disons que tout simplement, l'Angleterre, effectivement, n'a cessé de coopter. Alors, bien entendu, comme Carl Schmitt, qui haïssait l'Angleterre en terre et mer, l'a dit, oui, on cooptait les pirates, par exemple, Francis Drake, de la mer, etc. par exemple. Voilà. Ensuite, bien entendu, les gens qui ont été cooptés en Inde, où ils ont fait fortune, mais durement, dans l'administration de ce vaste empire, également, on les a cooptés. Et puis, on a fini par coopter, aujourd'hui, en Angleterre, un Premier ministre, Rishi Sunak, qui est d'une grande famille indienne, oui. Et attends, mais donc, il y a dans le mérite un élargissement, en fait, des critères qui est finalement très supérieur, pas supérieur à la France, parce que la France a été extraordinaire dans ses colonies, en ayant, avec Félix Éboué, qui n'était pas personne, le premier gouverneur des colonies, qui d'ailleurs est mort des fièvres, qui était véritablement un Gabonais, enfin un Antillais, un Guyanais en fait, il était de... Eh bien. Mais la France donc, avait des mérites tout à fait... Mais à sa manière, je prétends que l'Angleterre y est arrivée aussi, avec ses lords indiens comme Lord Simha, avec ces... en fait, la recommandation d'Harrington d'une noblesse du mérite... La noblesse de mérite a fini par s'élargir aux dominants. Et aujourd'hui, dans l'Honours List, tu as... Je me souviens d'un roman anglais que m'a fait beaucoup rigoler, avec un personnage qui s'appelait Sir Ponto Unumunu. Oui, on va abandonner ce C'est la chambre des lords actuelle. C'est une chambre largement François. Alors, François. Est-ce que je peux introduire un autre thème? Allez-y. Parce que cet Harrington, cet anglo-saxon, si on voulait parler comme les Français, c'est un empiriste. Et alors, cet empirisme me semble déterminer beaucoup de choses. Parce que ce qui est empiriste, c'est qu'à partir des pratiques, donc d'une expérience, on a des idées. Il n'est pas totalement empiriste. Alors, il est quand même les idées sont engendrées les liens avec à partir Hume des sont sensations, évidents. tandis que dans la tradition française, les idées déterminent des pratiques. Pour lui, les idées déterminent le reste. Non, il n'est pas empiriste. Alors, je me pose la question, pour une raison que je vais essayer d'exposer, c'est qu'il dit, non, bien sûr, les hommes ne sont pas l'essentiel, ce sont les lois qui sont l'essentiel. À ce moment-là, donc, toutes sortes d'hommes peuvent faire les lois. Mais il me semble que son idée est la suivante. Dès le moment où des hommes se mettent à faire des lois, par leur pratique, par leur apprentissage, ils deviennent effectivement législateurs, politiques, etc. Donc il y a une sorte de confiance dans le peuple pour acquérir des capacités élitaires, si je puis dire, qui est de type empiriste, à mon avis. Alors que par contre, il y a en France une domination d'un certain rationalisme. Dans l'université, on dit Platon, Descartes et Kant, qui ont en commun, précisément, d'estimer que des idées, de la raison, engendre telle ou telle pratique et compétence. Moi, il me semble... François, je vais faucher la réponse à notre amie Myriam Isabelle, je vais vous dire pourquoi. Et je pourrais répondre. Et bien sûr, et après je vais vous dire. D'emblée, ce que je vais vous dire, c'est la chose suivante, parce que justement, dans l'exaltation, n'est-ce pas, de la prudence ancienne et de la prudence antique, l'importance de la liberté antique, il ne faudrait pas croire que Harrington va jusqu'à dire que la prudence moderne et l'intérêt qu'elle porte justement à l'utilité et l'intérêt sont balayés. Parce que je vais vous dire pourquoi. Mais si, je vais vous dire pourquoi. Qu'est-ce qu'il récuse? Il récuse que, en vérité, si vous voulez, on ne tienne. C'est le dominion qu'il récuse. D'ailleurs, il utilise ces formules-là, imperium et dominion. Ce qu'il ne veut pas, c'est de domination de l'homme par l'homme. Quand il s'agit de domination, n'est-ce pas?
eh bien, il faut... la propriété doit rester privée. Voilà son idée. Quand il s'agit de domination, il faut que la domination s'exerce par les lois. La propriété par le travail est bien un engendrement de quelque chose par la pratique et l'expérience. Bien entendu, évidemment. Mais du point de vue du pouvoir politique, du point de vue de la politique, il n'y a pas... il est quand même dans le droit politique classique, traditionnel, avec des décalages, seulement des décalages. Et du fait qu'il est dans le droit politique traditionnel, il n'est pas un empiriste comme Hume. Il ne l'est pas. Hume l'a reconnu, mais il n'est pas comme ça. Bon, excusez-moi. Alors, allez-y, cher... Moi, je suis pas sûre d'avoir tous les... Enfin, de pouvoir atteindre la profondeur de votre analyse. Je veux simplement dire que d'une certaine manière, le fait qu'il ancre sa politique, non mais dans la propriété et aussi dans l'histoire, et en cela, il s'inscrit directement aussi dans la lignée de Bacon. Oui. Et donc... Mais Bacon n'est pas allé jusque-là en matière de propriété et même de démocratie. Il n'est pas allé jusque-là. Non. Mais bon, il y a peut-être... mais ça me paraît peut-être une intuition... alors ça, c'est un débat qui reste ouvert. Alexis. Alors, évidemment, c'est très, très, très intéressant à plein de titres. Alors, j'avais envie de vous poser une question, très simplement, comme le temps nous est compté. Myriam Isabelle, est-ce qu'aujourd'hui, il nous donne des armes, des instruments pour démocratiser davantage notre République française, d'après vous? C'est un grand dada de Blandine Kriégel que je reprends, d'ailleurs sans aucune originalité. Oh non, mais je ne suis pas seule, heureusement, à vouloir démocratiser la République. Ce serait formidable. Bon, je ne sais pas, j'aime à penser que... Pour diminuer les impôts déjà, c'est une bonne chose. ou au contraire, peut-être les rétablir certains impôts, interdire le cumul des mandats. Voilà. Et puis non, moi je n'ai pas, pour être très honnête, je me suis pas placée dans la perspective française. Peut-être j'aurais dû, puisque il est question de réception. Je me suis placée dans la perspective britannique, parce que je pense que ce qu'a fait le gouvernement travailliste dans la fin des années 90, c'était une réforme d'inspiration harringtonienne. Très intéressant. En abolissant pratiquement la pairie héréditaire. Il en reste quelques-uns, mais on revient à ce que disait Alexandre Adler, c'est-à-dire que maintenant, les seuls... il reste... L'ironie totale, c'est que la pairie héréditaire a été maintenue comme en Irlande. Oui, mais absolument. On ne crée pas de lord irlandais, mais les lords irlandais qui existaient, ils sont toujours là. Et puis, absolument. Et autre... du comité olympique. Voilà. Il y a eu aussi un effort de décentralisation, d'évolution, de transfert de la souveraineté de Westminster aux assemblées, aux exécutifs régionaux, et des propositions qui ont été faites d'écrire la Constitution, et ça reste un débat très important, de codifier la Constitution britannique, qui, à mon avis, était le type d'exercice, qui est l'exercice auquel se sont livrés les Anglais dans les années 1650. Marielle, un mot sur ces débats. Et par exemple, elle n'a pas de... Parce qu'il y a Rousseau, dont nous n'avons pas parlé, on n'a pas le temps de le faire, mais il y a Rousseau. La chose décevante Helvète. La chose qui est non, Marielle, mettez le micro devant vous, parce que sinon on ne vous entendra pas, ce sera très dommage. La chose qui est étonnante pour un kidam qui n'est pas spécialisé dans ces questions, c'est le mot « l'humanisme civique de Machiavel ». Oui. Ça, c'est quelque chose, une expression étonnante, parce qu'on a quand même l'idée, peut-être tout à fait bateau, que Machiavel était quand même quelqu'un de rusé, qui est beaucoup plus proche d'une organisation du pouvoir presque perverse, on va dire. C'est ce qu'on en a l'idée maintenant. Vous avant d'avoir lu Pocock, avant d'avoir lu John Greville, la garde Pocock. Tout à fait autre chose. Alors explique-nous. Il devrait aussi quand même de faire l'apologie du meurtre. Bon, alors, Myriam Isabelle. Alors, c'est parce qu'on est influencé par une lecture, en particulier en France, anti-Machiavel, anti-machiavélienne, machiavéliste de Machiavel. Mais il a eu une réception multiple et notamment, moi, je m'en tiens à l'ouverture des discours sur la première décade de Tite-Live,
selon laquelle il faut revenir à la sagesse des anciens, relire les classiques pour y trouver des formes de gouvernement. Donc c'est de ça dont il s'agit. Alors on n'aura sans doute pas le temps de rentrer dans l'exégèse de l'œuvre de Machiavel entre les discours sur Tite-Live et Le Prince, qui sont des conseils effectivement de gouvernement. Mais il y a un Machiavel, républicain, et notamment qui appelle à la relecture des classiques de l'Antiquité et des historiens. Si les lecteurs veulent bien élargir leur lecture, on peut leur indiquer que ce terme, l'humanisme civique, est dû à un grand historien de la Renaissance, un grand historien juif allemand, Hans Baron. C'est lui qui a inventé ce terme pour parler de la pensée politique florentine. Et deuxièmement, celui qui a montré l'importance du courant machiavélien, c'est-à-dire le titre de son livre, c'est Pocock. Et on le voit quand on lit Harrington, on voit à quel point, au fond, c'est un Machiavel républicain qui a, baigné dans l'esprit anglais de cette époque et l'esprit d'Harrington. Et là, là, il y a un humanisme effectivement civique. Voilà. Marielle, est-ce que vous allez lire Pocock et Baron? Certainement. Ça donne très envie, en tout cas. Écoutez, si nous n'avons fait que ça. Mais d'abord et surtout, plus accessible, évidemment, c'est ce livre qui est un très beau livre et que nous sommes très heureux de vous remontrer pour une dernière fois. Voilà. Merci, chère Madame Isabelle. Et on espère que vous reviendrez et on suivra vos futurs ouvrages avec beaucoup d'attention. Merci beaucoup.